Lors de mon précédent voyage, j'ai cherché le lien entre immigration et délinquance. Après une longue enquête, chiffres à l'appui, j'ai découvert que ce lien n'existe pas. Mais j'ai aussi mesuré à quel point les gens croient à son existence. Oui, non, mais moi, je ne vais pas faire massacrer ma vitrine, je vous préviens. Vous avez peur? Ouais. Ah. Non, mais c'est vrai, en plus. J'ai vu à quel point les préjugés engendrent la peur. Une peur souvent incontrôlable. Le soir, je balise à chaque fois que je sors. Alors bien sûr, on a le cœur qui tape, moi je cours à ma voiture. Alors je sais pas si on attend de se faire péter la gueule. Cette peur, il faut l'écouter. Il faut essayer de la comprendre. Oui, je suis persuadé que la peur de l'autre, ça s'explique. Je suis persuadé que quelque part nous fabriquons ces préjugés. Comment ? Je n'en sais rien encore, mais je suis bien décidé à le découvrir. Dans une école primaire, des élèves de CE1 se rassemblent pour aller voir un spectacle de marionnettes. On va vous raconter une histoire pleine de questions. Richard dort. Richard, éveille-toi. Ce que les enfants ne savent pas, Allons, mon petit, vite. c'est qu'ils vont assister à bien plus qu'un simple spectacle. En fait, ils participent à une expérience de psychologie sociale. Très bien. Notre objectif, découvrir si dès leur plus jeune âge, les enfants sont influencés par des stéréotypes. Ah, ma trousse, ma trousse, ma trousse, me crotte, zut. Réalisé sous le contrôle d'une psychologue, Ou la cuisine. l'expérience consiste à poser des questions aux enfants pendant le spectacle. Et vous les enfants, qu'en pensez-vous? Que ceux qui pensent que la trousse est au salon lèvent le doigt, et que ceux qui pensent que la trousse est à la cuisine lèvent le doigt. Au milieu de questions innocentes, le narrateur va poser une question clé. Ah, la voilà. Elle était dans le frigidaire. Oh, Le point de départ de la pièce est très simple. Richard va à l'école des petits malins. En chemin, il croise Ahmed et Thomas. Oh salut Richard. Bonjour Ahmed. Bonjour Richard. Bonjour Thomas. Mais grouille, gribouille. alors, sortez vos affaires. Au moment de sortir ses affaires pour se mettre au travail, Richard s'aperçoit que sa trousse a disparu. Ah, ma trousse. J'ai plus ma trousse. Mais je l'ai bien sortie du frigidaire ce matin. Du frigidaire. Elle a fondu à l'air libre alors. Ne dis donc pas de bêtises, s'il te plaît, et cherche. C'est l'occasion de poser aux enfants la question clé de notre expérience. Richard. Je la trouve pas. Madame. Oui, Léa. Tout à l'heure, avant d'entrer en classe, dans la cour, j'ai vu Thomas et Ahmed jouer avec le cartable de Richard. Thomas, Ahmed, c'est vous qui avez chippé la trousse de Richard? Venez voir un peu par là. Qui a fait la sottise? Attention les enfants, écoutez-moi bien. Concentrez-vous et réfléchissez. Qui a volé la trousse de Richard? Que ceux qui pensent que c'est Thomas lèvent le doigt. Que ceux qui pensent que c'est Ahmed lèvent le doigt. Bon. Allons. Nous réglerons cette affaire tout à l'heure. À la question « Qui a volé la trousse de Richard ?», les enfants ont répondu en majorité « Le voleur est Ahmed ». Mais comment peuvent-ils le savoir? Le spectacle ne montre pas le vol. Et pourtant, Ahmed a été désigné coupable. Une réponse conforme aux résultats observés lors de précédentes expériences
organisé par le laboratoire de psychologie sociale de l'université de Clermont-Ferrand. À votre avis, les enfants, qui a volé Doudou de Simon? Alors, ceux qui pensent que c'est Moussa qui a volé Doudou de Simon, lèvent le doigt. Qui est-ce qui pense que c'est moi qui ai volé le Doudou de Simon? 87% des enfants avaient désigné Moussa comme le voleur. Mais est-ce que les enfants sont racistes s'ils font ça? Non, ils ne sont pas racistes. Ils ont simplement connaissance d'un stéréotype qui est imprégné dans la société. D'accord. C'est-à-dire que c'est la société, c'est la famille, c'est la télé, c'est tout l'environnement qui va dans ce sens-là. Qui véhicule l'idée selon laquelle les Maghrébins sont plutôt sont plus des délinquants que les non-Maghrébins. Il n'y aurait donc pas de hasard dans la réponse des enfants. Mais si ce n'est pas du hasard, alors qu'est-ce que c'est? Pour le comprendre, je suis parti en voyage avec Georges Scadron, un des pontes de la psychologie sociale, cette science expérimentale qui étudie la manière dont nous nous influençons les uns les autres, pour le meilleur ou pour le pire. Première interrogation. Un stéréotype, qu'est-ce que c'est? Un stéréotype, c'est de l'information, c'est ce que je sais sur un groupe. Cette idée, les gens qui appartiennent à ce groupe ont telle caractéristique. En général, on considère qu'un stéréotype, c'est quelque chose qui est partagé dans une société donnée, dans un groupe donné. C'est la représentation qu'un groupe a d'un autre groupe, avec toutes ses caractéristiques. Voilà comment je vois les autres. Nous serions donc tous sous l'influence des stéréotypes. Ces petits dossiers personnels où nous avons rangé nos clichés sur ceux qui ne sont pas comme nous ou pas de chez nous. On croit que c'est pour rire, mais en réalité, les stéréotypes structurent notre façon de penser. Alors voilà ce qu'il en est pour les Belges, les Suisses, les Espagnols, les Portugais, les Allemands, les Hollandais, les Anglais. L'inventeur du terme de stéréotype, Lippmann, disait ce sont des images dans nos têtes, des images simplifiées de la réalité. Donc nous avons besoin de simplifier pour nous y retrouver. Les Hongrois, les Polonais, les Pays-Baltes, les Ukrainiennes, les Russes et les Roumains. Pourquoi on a besoin de simplifier? Parce que sinon nous serions noyés par ce flot d'informations. Imaginez que chaque fois que nous devons prendre une décision, de faire une impression d'une personne ou d'un groupe, nous devions repartir à zéro. C'est pas possible. Nous avons inévitablement des théories sur ce que c'est qu'un être humain. Sur les femmes. Sur sa façon de fonctionner, sur ses motivations. Les jeunes, les vieux, les chasseurs, les homosexuels, les noirs, les maghrébins et les gros. Est-ce qu'un stéréotype, c'est nécessairement quelque chose de faux? Non, pas forcément. Ça peut être basé sur une réalité, sur des observations. Si c'est fait avec respect, ça veut dire qu'on admet la différence de l'autre. Le Parisien qui est mal poli. On s'en moque gentiment, c'est même une forme de complicité. Le Breton, alcoolique ou têtu. L'Auvergnat qui est radin. Le Corse qui est susceptible ou violent. Billard, du bras, C'est pas compliqué de parler le ch'ti. Ou le ch'ti qui est simplet. On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit Oh non, cherchez le 1 de 1 de tronche. Ouais, parce qu'il faut que ça sorte de là. Ah, d'accord. Ça y est, on parlait le ch'timi. Oh putain. Ah non, on dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit va de Dios. Bravo, Biloute. Le problème vient quand le stéréotype se développe de façon... avec un contenu vraiment négatif, surtout s'il est là en rapport avec une réalité sociale, avec des comportements qu'on va avoir, avec un sort qu'on va attribuer à un groupe ou à un autre. Une des manifestations les plus caricaturales des stéréotypes se déroula lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2008, entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. À la mi-temps, des supporters parisiens déployèrent une immense banderole. Pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch'tis. Référence au film de Danny Boone, mais aussi et surtout à l'affaire d'Outreau. Outreau a une tâche. Les habitants de cette petite bourgade qui jouxte Boulogne-sur-Mer ont été montrés du doigt, stéréotypés.
par l'affaire. Le démantèlement d'un réseau de pédophilie à Boulogne-sur-Mer. Une quinzaine d'adultes sont suspectés d'agressions sexuelles sur des enfants. Un couple, ses voisins et même plusieurs notables, 17 adultes au total, devront répondre du viol d'une vingtaine d'enfants pendant plusieurs années. C'est à bord de plusieurs voitures de police. Entre 2001 et 2006, 17 hommes et femmes furent accusés de pédophilie et de viol. Parmi elles, un couple d'huissiers, un prêtre. L'un d'entre eux, innocent, mourra en préventive. Corruption de mineurs. 10 furent condamnés aux assises de Saint-Omer. 6 d'entre eux firent appel et furent acquittés. Alain Maréco était un huissier de justice respectable. Des familles seront brisées à jamais. Les policiers frappent à sa porte. C'est un désastre judiciaire. Un désastre qui a pour origine les stéréotypes sur les gens du Nord, tels que pouvaient les imaginer certains magistrats affectés dans la région. Mardi, cet ancien président de la Chambre de l'instruction de Douai, au moment de l'affaire d'Outreau, évoque des affaires de mœurs et cite alors ces exemples très crus. Nous connaissons ces soirées habituelles à Boulogne ou à Avesnes-sur-Helpe, déclare-t-il, des soirées bières où l'on invite les voisins, on boit beaucoup, on joue aux cartes ou aux jeux de loi, et où le gagnant peut choisir une petite fille avec l'accord des parents. Il aurait ensuite ajouté « Là-bas, ce ne sont pas des psychologues qu'il faut envoyer, mais des sociologues ou des ethnologues. » Pour les Français, malgré l'injustice faite à des innocents, Outreau et ses habitants sont désormais synonymes de pédophiles. Bien souvent, quand je dis je suis le maire d'Outreau, on me dit « Ah, ma pauvre femme !» Comme si c'était un poids extraordinaire d'être le maire d'Outreau. Outreau, c'est synonyme d'enfer un peu. Pour les Français qui ne connaissent pas. Oui, pour les Français qui s'imaginent que Outreau, justement, c'est une commune telle qu'ils l'ont vue décrite à la télé ou dans des articles de journaux. Une cité HLM sur les hauteurs d'Outreau, commune de 15 000 habitants dans la banlieue ouvrière de Boulogne-sur-Mer. Ici, 18 enfants se sont fait violer et torturer au 5e étage de cet immeuble. Ça a marqué la commune et ça a desservi la commune et ses habitants. Même le président de la République, le 14 juillet, disait, en parlant de je ne sais plus quelle affaire, il ne faudrait pas que ça soit une nouvelle affaire d'Outreau. Ouais. Bon, on aimerait bien que le mot d'Outreau ne soit pas sans arrêt. Ouais. Voilà. Ben ça c'est foutu, c'est fait. Il y a eu une époque où les promoteurs immobiliers n'arrivaient plus à vendre des maisons ou des appartements sur Outreau parce que les gens ne voulaient plus venir y habiter. Je me souviens que des gens venaient me voir en me disant « je n'ose plus dire que j'habite Outreau ». Ah ouais. Les personnes qui étaient à un entretien d'embauche ou des choses comme ça sentaient une réaction. On est arrivé là. Oui, donc ici vous avez la tour du renard. Et c'est ici que tout a commencé, c'est ça? Dans cet immeuble d'Outreau, ville voisine de Boulogne, vivaient 4 enfants violés par leur père et livrés à des pédophiles de son entourage. Chômage, alcoolisme, violence, autant de circonstances aggravantes. On n'en parle pas. Hein. Bah, on y pense quand même. On y pense, mais on n'en parle pas. Il ne faut pas remuer, c'est passé, c'est tout. Quoi. Oui, je pense que maintenant on en parle moins. Ça sert à rien de... plusieurs années où ça revenait à chaque fois. Voilà. Mais enfin, Outreau est connu à cause de ça, malheureusement. Et quand vous dites que vous venez d'Outreau, qu'est-ce que les gens disent? Bah moi je suis d'Outreau, je suis fière d'être d'Outreau, puis c'est bon. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Les gens, ils vous disent quoi? Moi je m'en fiche des gens, moi les gens ils pensent de ce qu'ils veulent, c'est tout. Ce qui est passé, c'est tout. Voilà. Ça sert à rien de remuer sans cesse. Mais quand vous avez vu la banderole, c'était au Paris Saint-Germain, chômeurs, consanguins, pédophiles, voilà. Bienvenue chez les ch'tis. Bah, les gens qui ont dit ça, ils sont pas tellement intelligents, puis c'est tout. Aujourd'hui, beaucoup de Français ne peuvent plus s'empêcher d'associer les ch'tis à la pédophilie. Nous sommes donc capables de discriminer en désignant des boucs émissaires, même parmi nos semblables. Mais comment ça marche dans nos têtes? Nous avons voulu le comprendre en organisant une nouvelle expérience avec des enfants de CP et de CE1
sous le contrôle de la psychologue Marie-Laure Vialon. C'est l'expérience qui porte le nom de paradigme des groupes minimaux. Paradigme des groupes minimaux. Cette expérience, qui va être réalisée avec des élèves de CP et CE1, consiste en fait à étudier quelles sont les conditions minimales de la discrimination. Bonjour. Nous allons créer en fait 2 groupes. On leur attribue de façon totalement aléatoire un jeton jaune ou un jeton rouge. Toi, tu fais partie du groupe des jaunes. En leur donnant, on leur dit, pour le goûter, tu vas faire partie du groupe des rouges, ou pour le goûter, tu fais partie du groupe des jaunes. Toi, tu fais partie du groupe des rouges. Ces groupes ne reposent en fait sur aucune caractéristique particulière. Ils ont simplement une couleur différente. Ils viennent d'être créés, donc ils savent rien d'autre sur ce groupe. C'est vraiment les conditions minimales. Ouais, ça fait, voilà, ils font partie d'un groupe depuis quelques secondes. Oui, il n'y a rien de mieux d'être voilà. jaune que d'être rouge. Voilà. On les fait venir ensuite dans cette salle, qui est la salle du goûter. Le prétexte, c'est qu'ils viennent aider à préparer le goûter. Assieds-toi. Alors, toi, tu fais partie de quel groupe? Rouge. Le groupe des rouges. Ok. Alors, pour le goûter, il y a déjà des choses, et puis il y a des bonbons. Et ces bonbons, ça va être à toi de les répartir entre le groupe des rouges et le groupe des jaunes. Il y a 30 bonbons ici. Ceux que tu veux donner aux rouges, tu les mets dans la boîte rouge. Ceux que tu veux donner aux jaunes, tu les mets dans la boîte jaune. D'accord? Sachant que toi, à la fin, tu auras 2 bonbons. D'accord? Dès le début, en fait, l'élève est informé que lui, de toute façon, il en aura 2 à la fin. Donc, il n'a pas intérêt à en mettre plus pour lui-même en avoir plus, puisque de toute façon, à la fin, on lui en donne 2. Entre le moment où l'on attribue à l'enfant une couleur et le moment où il entre dans la classe pour répartir les 30 bonbons, il s'écoule à peine 5 minutes. C'est bon. Bah, c'est fini. Je te donne les 2 tiens. Voilà. Merci. Et puis, tu vas retourner en classe. Comme il y a 30 bonbons, la logique mathématique voudrait que si on demande de répartir, de distribuer, on en mette 15 et 15. D'accord. Sauf que les études de psychologie sociale montrent qu'en fait, lorsque l'on appartient à un groupe, on a tendance à favoriser ce groupe d'appartenance. D'accord. Sans aucune raison. Parce qu'on fait partie de ce groupe et qu'on a envie que ce groupe soit valorisé en ayant plus de bonbons. On favorise son groupe. Nous avons reproduit cet exercice avec 32 enfants. Bonjour. Voilà, tu vois, on est dans la salle de goûter. Et bien entendu, le comportement des enfants n'est pas uniforme. Non, il met au jaune, tiens. Il veut être équitable. Contre son camp. Un tiers des enfants a avantagé le groupe adverse. Pour eux, l'envie d'avoir une bonne image aux yeux du plus grand nombre peut avoir joué son rôle. Il commence par les jaunes. Bien, les jaunes. Il hésite. Ah non, quand même. Faut pas qu'il y ait jaune. Il y a quand même net avantage à son camp. Je suis jaune, je le reste. Mais 2 tiers des enfants ont avantagé leur propre groupe, jaune ou rouge, dans la répartition des 30 bonbons. Oh, pas de beaucoup. Nos résultats montrent que sur les 1740 bonbons répartis, une moyenne de 16 bonbons ont été donnés à son propre groupe et 14 au groupe adverse. Une infime majorité, me direz-vous?
Eh bien, pour les psychologues sociaux, elle suffit largement à démontrer que l'on favorise son groupe. Elle compte, ouais. Voici, elle veut que ce soit équitable. Le petit dernier. C'est terminé. Incroyable. Ça permet de quoi? De dire qu'on est tous discriminants? Oui, quand on appartient à un groupe qu'on veut valoriser, dans ce cas-là, on est discriminant, oui. On discrimine puisqu'on en met plus à l'un qu'à l'autre, et on discrimine en faveur de son groupe et donc en défaveur de l'autre groupe. Ce qui se passe finalement dans tous les phénomènes de discrimination. On va discriminer l'autre groupe, le groupe auquel je n'appartiens pas. Voilà donc comment naît la discrimination. Vert, rose, rouge, bleu, aucune importance. Je fais partie d'un groupe, j'aime moins les autres groupes. Je cherche à les dominer. C'est simple, mais c'est très puissant. Voilà. L'organisation sociale est telle qu'effectivement, ils ont besoin d'appartenir à un groupe pour survivre. On a besoin de ça. Ah oui, pour savoir qui nous sommes, aussi pour nous sentir plus forts, pour pouvoir nous organiser, pour travailler, etc. Ouais, c'est une sécurité. Voilà, oui, et ça remonte à notre évolution. À partir du moment où nous sommes dans un groupe, nous avons envie que ce groupe soit le meilleur. Et donc nous allons commencer à l'avantager, à essayer de le faire gagner dans différents types de circonstances. Notamment parce que ça nous dit qui nous sommes, ça nous dit que nous sommes quelqu'un de bien. On ne changera pas ça. Elle n'est pas simple de changer. À la base, non, c'est impossible. Ouais. Nous avons besoin d'appartenir à des groupes, nous avons besoin d'avoir des liens privilégiés. Le tout est de faire en sorte que ça ne dérive pas dans des effets pervers. C'est-à-dire, quel genre d'effet pervers? Eh bien, par exemple, quand le groupe se sait dominer, il y a une façon d'admettre finalement cette réalité, cette hiérarchie entre les groupes, un groupe dominant, un groupe dominé, même chez les dominés, et ça contribue à l'entretien du système. Comment rester soi-même quand on fait partie d'un groupe minoritaire? Ainsi en va-t-il pour les premières générations d'ouvriers maghrébins, appelés massivement en métropole par les entreprises françaises dans les années 50. On est d'origine kabyle tous les deux, donc d'origine algérienne. Vous savez, quand on est d'origine étrangère, en tout cas maghrébine en Maghrébine France, surtout, hein, aujourd'hui. on développe un sixième sens, ça c'est sûr. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de racisme, on le sent. Alors ne me demandez pas comment, parce que c'est pas du tout objectif. Donc là, nous allons rentrer sur l'autoroute, donc à Sochaux, et vous allez pouvoir voir l'entreprise Peugeot. Là, c'est l'atelier où je travaille, moi. C'est l'habillage des portes. Fatia Rebrassier et Mohamed Fahem sont syndicalistes. Et tous deux sont ouvriers dans l'automobile. Ils sont nés dans la région de Montbéliard, dans les années 60. Je me rappelle, j'étais au collège quand une fille elle a parlé des bougnoules, je l'ai entendue. Elle m'a dit, mais Fatia, c'est pas pour toi. Hein. Bah non. Voilà, t'es pas comme les autres. Voilà. Je ne suis pas considéré automatiquement comme les autres. D'accord. Moi, je pense que je suis comme les autres, bien entendu. Ouais. Tout à fait. Ni plus, ni moins. Ouais. Mais c'est le regard des autres qui fait qu'on... Vous avez compris ça quand? Moi, très tard. Oui. Ouais. Moi, très tard, parce que j'ai grandi dans un village. Je me rappelle, il y a une dame, elle m'appelait Petit Bambou là. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Mon père qui est venu arrivé ici, il est arrivé quand même en 1954, c'est pas hier. Ouais. Ma maman est arrivée en 59, par regroupement familial, comme ça se faisait à l'époque. Mon père était quelqu'un d'effacé, mais bon, je peux le comprendre très aisément. Il a vécu la guerre d'Algérie en étant en France,
Et bon, la gendarmerie, la police avait un regard quand même assez particulier à l'époque sur les Algériens. On les surveillait, etc. Et donc, toujours effacé, toujours rester dans son travail, être le plus invisible possible. Ils nous disaient, nous, on est venus travailler, ils ont eu leurs enfants ici, etc., mais on repartira. Parce que quelque part, on n'est pas chez nous ici. Et puis, vous n'êtes pas rentrés. Il n'y a pas eu le retour. Ah oui, oui. Il n'y a pas eu le retour. Il n'y a jamais eu de retour. C'est vrai que moi aussi, c'était le retour possible. Mais mon papa, oui, mon papa, il y pensait. Ah, oui. D'ailleurs, il a une maison en Algérie. Pour lui, c'était... Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Je dirais que je suis tellement français que je fais des blagues de français. Ouais. Je me souviens, je venais d'avoir mon fils et mon ex-belle-mère disait « Oh, il a des longs doigts, il sera pianiste, ouais. Mon petit Paul. » Et moi, je lui avais dit « Non, il est arabe, il sera voleur. » Ah ouais, vous avez dit ça. Voilà. Moi, je me rappelle, à l'adolescence, mon papa nous avait fait la même remarque. Si vous voulez rester ici, vos enfants, faudra les appeler Antoine. Donc déjà à l'époque, il avait compris que si on voulait pas vivre une discrimination, ben ma foi, il fallait se noyer dans la masse de toute façon. Hein. Alors c'est vrai que par rapport à toute cette injustice, j'ai pas voulu faire peser sur mes enfants ce regard. Donc je leur ai donné des prénoms français que je trouvais jolis, mais en même temps je leur ai donné un deuxième prénom d'origine algérienne, parce que le fait que mes enfants s'appellent Charline, Salomé et Paul, c'était pas un rejet de ce que je suis, du tout. Mais c'était pour pas, quand ils feront un CV, que le CV soit classé verticalement directement, parce qu'il n'y a pas trop de boulot. C'est vrai que ça me fait peur. Nous y voilà, ce qu'on appelle le plafond de verre. Cette idée que l'immigré ne pourra pas monter dans l'ascenseur social. La France forme ses enfants, puis renonce à les employer à la hauteur de leurs compétences. Plus grave encore, lorsque cet enfant, éduqué et formé, intériorise le préjugé dont il est l'objet et n'arrive plus à démontrer sa compétence. Imaginons que je suis dans un entretien de recrutement. Mais le fait de savoir, tiens, moi j'appartiens à un groupe dans ce domaine-là, on a une mauvaise réputation. Donc attention, là, ici je dois prouver que c'est pas vrai. Il y a un enjeu. Eh bien, cet enjeu, c'est un poids au moment de réaliser une performance. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. La personne se sent menacée par le risque de confirmer le stéréotype attaché à son groupe. Ses performances baissent également. Montbéliard, quartier de la Petite Hollande. La mairie a embauché 2 médiateurs, Abdelatif Doukar et Abdessamad Kadouri, pour aider les jeunes du quartier. Très vite, leur mission s'est orientée sur l'emploi et les difficultés pour les jeunes du quartier à être embauchés par les entreprises de la région. C'est le cas de Fatih Silini, Bac+3, commercial en réseau et télécommunications. Dans l'informatique, ça va super vite. Plus on tarde, après. Diplôme, on perd de l'expérience et puis le diplôme il perd un peu de valeur, quoi. La plupart des gens qui étaient dans ta promo, ils ont quasiment tous trouvé du travail. Ouais, la plupart, ouais. Dans ma formation, on était 4 maghrébins, quoi. J'ai un collègue à moi qui travaille chez Orange, qui fait un boulot comme une personne qui a le bac. Il y a un autre qui fait de la hotline, alors que ça, c'est une personne qui sort d'un bac peut faire ça, mais facilement, quoi. De toute façon, le souci quand on fait des recherches comme ça tout seul, c'est toujours en entreprise, ça bloque, qu'on envoie le CV ou bien les deux motivations, ça bloque toujours. Hein. Quand je vais dans les cabinets de recrutement, quand j'ai des rendez-vous dans les cabinets de recrutement, les boîtes d'intérim, ça se passe super bien, l'entretien super bien, mais derrière ça bloque en entreprise. Bon, je sais pas si c'est tabou un peu de parler de ça, mais bon, c'est un peu le nom, le prénom qui colle pas, quoi. Mais après, bon, on fait avec, hein, vous savez, on a grandi comme ça et puis la vie continue. Hein. Si j'arrive pas encore d'ici quelques mois à trouver quelque chose dans ma branche,
J'ai essayé de me former dans un autre domaine, où il y a vraiment plus d'emplois. Mais bon, ça sera toujours le même souci, ce sera toujours le même constat, mais qui ne tente rien n'a rien, voilà. C'est ça. Pour trouver du travail, Fatih envisage de quitter son pays, la France. Mais pourquoi les entreprises se privent-elles consciemment d'un personnel formé et compétent? Nous avons demandé à Pascal Morchin, maître de conférences de psychologie sociale à l'Université de Rennes, de reproduire pour nous une expérience créée dans les années 70 par un chercheur américain, Robert Duncan. Et ici, dans notre bureau, on a une glace sans teint. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Expliquez-moi. Donc les personnes vont venir et on va leur montrer une vidéo qui a été tournée avec des comédiens. Les personnes vont donc observer là 2 personnages en train de discuter, une situation de travail. Ces 2 personnages sont en désaccord et l'un va un petit peu s'énerver et va donner une petite bourrade à l'autre en s'en allant. Pour garder la spontanéité des réponses, les participants à cette expérience n'ont pas été mis au courant du véritable objet de l'étude. Et répondez spontanément, comme vous le sentez, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Je vous laisse. T'as entendu parler de ce qui arrive à Michel? Ce con de Michel Thoré? Non, Michel Collin du service structure. Encore le service structure? Non, j'en ai pas entendu parler. Mais le service structure commence vraiment à me les briser. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à Michel Collin? Écoute, moi je connais pas Collin personnellement, mais... 2 cadres dans leur bureau discutent de la situation délicate d'une tierce personne. Au prix de quelques sacrifices. Ouais. Très vite, Refrain inconnu. le ton va monter. Tu acceptes une baisse de salaire ou tu dégages. Je trouve ça parfaitement dégueulasse et particulièrement crétin. Je te trouve un peu péremptoire, hein. Parmi tant essayer de préserver l'emploi. Faut embaucher un autre gars, le reformer, mais qu'est-ce que tu as à gagner avec ces conneries? Eh oh, doucement, hein. Et en plus, je constate que tu es le premier à accepter les baisses de salaire. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, j'ai une femme, des gosses. Ouais, une baraque à payer, sur le dos de la solidarité. Ouais. Mon cul, ma gueule, quoi. J'en ai marre de tes réflexions à la con, là. D'accord, donc le geste là qu'il fait, Ce geste-là qui est important. Oui, absolument. À la fin de la projection, le participant est soumis à un questionnaire en 2 parties. Avant de débuter le questionnaire... La première partie mesure le degré d'agressivité des 2 protagonistes. Diriez-vous que la personne A dramatise? Non. Diriez-vous que la personne B dramatise? Non. Diriez-vous que la personne A a un comportement agressif? Non. Enfin, ça dépend. Agressif, non. Diriez-vous que la personne B a un comportement agressif? Non. Diriez-vous que la personne A a un comportement violent? Non. Diriez-vous que la personne B a un comportement violent? Non. La deuxième partie du questionnaire mesure les causes de l'attitude des 2 personnages. Leur comportement est-il dû au thème de leur conversation, autrement dit, au contexte de l'entreprise, ou alors est-il dû à leur personnalité, à leur nature profonde? Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend du contexte? Vous me situez donc votre réponse sur une échelle de 0 à 8. 8. Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend d'elle-même? 4. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend du contexte? 8. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend d'elle-même? 4. Ça dépend du contexte. Oui. Lorsqu'ils sont en train de juger, entre guillemets, quelqu'un qui est blanc, ils disent, bah oui, ça dépend plutôt du thème de la discussion. Mais c'est terminé, merci. Pour cette femme, les comportements des 2 personnages dépendent du sujet de la conversation. Leur nature profonde, en tant qu'Européens blancs, ne rentre pas en ligne de compte.
parlé de ce qui se passe avec Michel? C'est quoi, Michel Thoré? Mais non. Michel Collin du service structure. Même situation, même dialogue, même dispute pour le deuxième film. Mais les protagonistes ont changé. Ils font du bon boulot pourtant. Je me comprends. Qu'est-ce qui lui arrive à Michel Collin? Donc là, on a changé, hein. C'est plus 2 blancs. Non. Ce sont 2 maghrébins. Refrain connu. Tu acceptes une baisse de salaire ou tu dégages? Je trouve ça parfaitement dégueulasse et particulièrement crétin. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai une femme et des gosses. Une baraque à payer sur le dos de la solidarité, mon cul, ma gueule, quoi. J'en ai marre de tes réflexions à la con. Diriez-vous que la personne A a un comportement agressif? Non. Diriez-vous que la personne B a un comportement agressif? Non plus. Diriez-vous que la personne A a un comportement violent? Oui. Diriez-vous que la personne B a un comportement violent? Oui. Violent. Tous les 2. Tous les 2 violents. J'en ai marre de tes réflexions. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ils sont violents. Et dans l'autre, il n'y a pas d'agressif. Il n'est pas perçu comme agressif. C'est ça. On est marre de tes réflexions à la con, là. C'est-à-dire que quand c'est un étranger, oui, ou quelqu'un à peau sombre, oui, il est plus agressif que si c'est quelqu'un de la majorité du pays. Oui, il est perçu comme, son comportement est décodé comme étant plus agressif. Donc là, on va voir un blanc qui va pousser un maghrébin. Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est le dernier cas. Oui. T'as entendu parler de ce qui arrive à Michel? Ce con de Michel Thoré? Non, Michel Collin du service structure. Donc A et B. A, c'est le blanc. A, c'est le blanc. Et B, le maghrébin. Faut embaucher un gars, le reformer, mais qu'est-ce que t'as gagné toi avec toutes ces conneries? Oh, doucement là. Là, je constate que t'es le premier à approuver les baisses de salaire. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai une femme, des gosses... Et une baraque à payer sur le dos de la solidarité, oui. Mon cul, ma gueule, quoi. J'en ai marre de tes réflexions à la con. Diriez-vous que la personne A a un comportement agressif? Non. Diriez-vous que la personne B a un comportement agressif? Oui. Il y en a un qui tape et l'autre qui reçoit le coup. Oui. Et c'est celui qui reçoit le coup qui est agressif. Oui. Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend du contexte? Je sais pas, je dirais 6. Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend d'elle-même? 4. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend du contexte? Je dirais 4. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend d'elle-même? 6. Ce que Duncan a montré, c'est que lorsque c'était un étranger qui était dans la perpétuation de pousser un blanc, les gens avaient tendance à penser que c'était lié à la personne. Oui. Alors que lorsque c'est un blanc qui pousse un étranger, les personnes avaient tendance à penser que c'est lié au contexte. Je vous remercie, c'est terminé. Voilà l'article original de Duncan, et ce qui nous indique, c'est que lorsque c'est un noir qui pousse un blanc, on a quand même 75% des personnes qui estiment cette bourrade comme étant agressive. J'en ai marre de tes réflexions à la con. Alors que lorsque la victime, celui qui est poussé, c'est un noir, donc celui qui pousse, c'est un blanc, on n'a que 17% de personnes qui trouvent la bourrade agressive. J'en ai marre de tes réflexions à la con. 3/4 des gens pensent que quand c'est un noir, c'est agressif. Oui. Et même pas 1/4 des gens pensent que quand c'est un blanc, c'est agressif. Voilà. En automatisme, encore une fois, dans les perceptions quotidiennes, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui est étiqueté comme étranger, et peu importe
pourquoi il est étiqueté comme étranger, très différent de moi. Encore une fois, ça peut être sa couleur de peau, ça peut être son accent, ça peut être beaucoup de choses. S'il est étiqueté comme étranger et que nous devons le juger, on a tendance à le juger plus défavorablement qu'une personne qui est étiquetée comme quelqu'un de chez nous. Ah, l'étranger. On m'a dit au village que vous pourriez peut-être me trouver une place dans votre étable pour loger. En 1965, à la télévision, déjà, on ne l'aimait pas. D'où viens-tu? D'assez loin. Chercher du travail. En hiver, il n'y a la guerre pour les étrangers par ici. Son statut d'étranger rendait son comportement arrogant. Oh, un peu tout. Le dernier? J'ai travaillé pendant quelque temps sur un chantier à Castellane. Donc agressif aux yeux des autres. Vous êtes bien curieux. Bah quoi, il était ouvrier comme moi, on peut pas tous être docteur? Mon nom est Norbert. Ça porte malheur. Ne dis pas de bêtises, voyons. Quel mal veux-tu qu'il fasse en une nuit? Je n'en sais rien. Je ne l'aime pas. Moi non plus, je ne l'aime pas. Je veux pas qu'il reste ici. Ben, il ne l'aime pas. Elle est bien belle. Et de l'agressivité à l'incapacité de s'intégrer, il n'y a qu'un pas. Un pas que l'étranger de la télévision a fini par franchir. 40 ans plus tard, Le scooter s'engage dans une petite rue. l'étranger ou ses enfants, Les policiers ne le lâchent pas. la télévision ne les aime toujours pas. Juste à l'entrée d'une cité. Ah, va appeler les autres! Non, t'appelles personne. Viens voir. Les deux individus tentent d'appeler d'autres jeunes. Ils refusent le contrôle et deviennent agressifs. Y'a quoi? Ok, t'arranges-toi. Enlève ta caméra, quoi. Déjà, il fallait t'arrêter, tu le savais qu'on allait venir. Ah, je sais très bien que vous alliez venir. Alors pourquoi tu t'es pas arrêté de suite? Est-ce que tu as quelque chose en jeu sur toi? T'as du sucre? Tous les soirs, sur les chaînes commerciales, des reportages nous emmènent à la chasse aux délinquants, à l'être asocial, incapables de se conformer à nos modes de vie. Et ils ne sont motivés que par une seule chose, l'argent. Mais c'est la prime maintenant. Quand on Il sort, faut il faut l'argent. avoir des grosses voitures, des grosses motos, et voilà. En 10 ans, le nombre de ces reportages a explosé. Diffusés quotidiennement à une heure de grande écoute, ils nourrissent l'argumentaire permettant d'associer systématiquement l'immigré Il y avait bien l'autoradio et la basket du jeune homme. à la délinquance. Les policiers ne traînent pas. Dans le quartier, des arrestations ont déjà mal tourné. Abdel, lui, continue à nier les faits. Je rien à voir, moi. Vous me regardez? Tais-toi un peu, tais-toi. Après moi, je cours, moi. Dès lors, comment étudier? Comment travailler? Où élever ses enfants? C'est bon, maintenant tu te tais, d'accord? Si le groupe dominant vous ramène inexorablement dans le piège du stéréotype. Ils étaient sous étroite surveillance. Betoncourt, banlieue ouvrière de Montbéliard. Comme dans d'autres banlieues, d'autres cités où je suis allé, la même lassitude, le même fatalisme face à ces médias qui ne lâchent pas leur proie. Quand on peut voir des émissions sur W9, Direct 8, des chaînes du câble, on peut voir beaucoup d'émissions sur les quartiers avec les vols. On montre toujours la même chose. C'est des petits jeunes de quartier, des noirs, des arabes. C'est des stéréotypes en fait. C'est toujours l'arabe le voleur et le français le policier. La télé, ça détruit tout. Parce que ce qu'on dit à la télé, il n'y a personne pour dire après que c'est vrai ou c'est pas vrai. Après, on est tous en France. Ouais. On est tous des Français. Oui, on est là. Bah oui. Après, ceux qui parlent de souches, immigrés, c'est un peu, ils ont un... Pourquoi eux, ils font ça? 50% de racisme. Voilà. Quand vous avez votre gosse de 7 ans qui va à l'école, on dit, vous êtes d'où? Il dit, mais je suis français. On dit, d'origine quoi? Le soir, il revient à la maison, il vous pose la question. Papa, on m'a dit, je suis d'origine quoi? À son copain, on dit français, on s'arrête là. À lui, on dit d'origine quoi? Ça commence depuis la maternelle. Vous avez beau être calme, aller au travail, rentrer tranquillement, sans nuire aux voisins, mais chaque jour, on essaie de vous montrer que vous n'êtes pas d'ici. Mon père me disait, si on dit que tu es nul, une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, à la longue, tu finis par croire que tu es nul. Donc, quand les journaux nous pompent du matin au soir des conneries,
À force, on finit par croire. Vous avez cru à ça à un moment donné ou pas? Ben oui. Ah oui. 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 Vous faites garde du corps? Oui, je travaillais autant garde qu'avant. Et j'ai travaillé dans la sécurité aussi, ici dans les supermarchés et tout ça. Dans la sécurité? Sécurité, oui. D'accord. J'ai fait les magasins, autant qu'après-vol. J'entre avec un caddie, je fais mes courses, mais j'observe les gens. D'accord. Quelqu'un qui pique, voilà, je chope. Il y a beaucoup de voleurs? Ah oui. Et pas d'âge. Pas d'âge pour le vol et pas de, comment on dit, pas de pays pour le vol. Tout le monde est pique. C'est vrai? Ça veut dire tout le monde. J'ai interpellé un Français, un blanc. Ouais. Donc j'appelle les flics. J'étais assis sur la chaise et le gars, parce qu'il était bien habillé, il était en face de moi de le bureau. Donc le flic il est venu, donc il a attaqué la porte, j'ai ouvert la porte, ils sont rentrés 2 flics. On dit bonjour, il venait vers moi. On dit alors, qu'est-ce que va voler aujourd'hui? Et c'est la première fois que j'ai senti ça, malheureusement. Les suspects sont interpellés dans un tunnel. Les hommes nient les faits et pour l'heure, aucune preuve qu'il s'agit bien des voleurs. Bouge pas, tais-toi, ça sert à rien. J'ai rien fait, vous, j'ai rien fait. Et je ne peux pas attraper les autres pour rien, là, on est en train de rentrer. Bonjour. Voilà, je suis Pascal Morchin, docteur de l'Université de Paris 5 et chercheur à l'Université de Rennes 2. Merci d'être venu. Pour commencer, je vais montrer une photo qui est ici, qui représente une scène qui a été prise dans un transport en commun. La première personne qui a vu la photo va devoir mémoriser le plus d'informations concernant la photo et ensuite elle va devoir raconter à la deuxième personne qui va venir, elle va devoir raconter ce qu'elle a vu. Messieurs, dames, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Bien, vous êtes prêts? Alors, ce que je vous demande, c'est d'observer cette image attentivement, de mémoriser le plus d'éléments possible. Venez. Merci. C'est une photo qui représente donc au premier plan un homme blanc menaçant et qui porte un couteau. Un couteau là, voilà, oui, d'accord, dans la main. Et cet homme blanc est menaçant envers un maghrébin qui est bien habillé. Seule la première personne voit la photo. C'est parfait. Déjà, en voyant la photo, elle va reconstruire l'information. On ne perçoit pas directement, on reconstruit toujours. Mais les gens qui ne voient pas la photo, ils reconstruisent davantage. Les bébés. Donc, alors, qu'as-tu vu, dis-moi? Alors, il y avait, c'était dans le RERB. Ouais. Station, je connais pas, peu importe. Donc, il y avait les poteaux où les gens se tiennent. Il y avait une personne qui était habillée en costume, il avait un 2 pièces, ouais, un costume, en haut et en bas, pantalon en pince avec une sacoche verte. Et c'était, on va dire, plutôt un maghrébin. Ah, voilà. Qui était en train de parler avec un monsieur qui était type européen. Ouais. Il y avait un couteau dans la main droite. Il avait un couteau dans la main droite, il était habillé à peu près comme moi, une petite chemise, un pantalon simple. Et voilà, il a repéré l'Européen avec le couteau et le type d'habillement des personnes. Je pense qu'il devait déjà avoir le couteau à la main. Un Européen, on est d'accord. Ouais, un Européen, c'était pas un... Face à notre Européen. Face à un Maghrébin. Face à un Maghrébin. On va dire un Français et un Arabe. Et là, on revoit apparaître les catégories que les gens utilisent au quotidien, français versus arabe. Il avait pas les sourcils, enfin je veux dire mode agressif. Ouais, il était simple. Alors en même temps, il est en train de dire il n'est pas en mode agressif. C'est intéressant parce qu'il lit sans se rendre compte le terme arabe avec agression, tout en disant il n'est pas agressif. Mais le mot agression sort avec l'étiquette arabe.
qu'il était en train d'écouter la personne, elle était en train de lui expliquer un truc en lui montrant du doigt, genre attention à toi, quoi. Il y avait des gens tout autour, il y avait 4 filles et 3 mecs. Les 2 mecs plus un qui étaient là, et une fille là, une fille là, une fille qui était là. On est submergé d'informations là. Et c'est exactement ça qu'on veut. Parce que toutes les recherches montrent qu'évidemment, plus on est submergé d'informations, plus on en perd, bien entendu. Mais comme on doit communiquer, on va utiliser les stéréotypes qu'on va introduire petit à petit dans le discours, sans s'en rendre compte, parce que ça nous donne de l'information concernant les gens. Alors, donc, ça se passe, c'est une photo prise dans le RERB. D'accord. Il y a un arabe, une personne d'origine maghrébine habillée en costume. En costume, ok. Ok, costume. Avec une sacoche à la main, je crois. Sacoche à la main, ok. Il me semble. Voilà, face à lui, il y a un Européen. Ouais. À la main droite, il a un couteau et il est fait comme ça. Qui a l'Européen? L'Européen. Ok, donc il a un couteau main droite. Main droite, il est comme ça. Non, il fait genre, attention, ça fait... Voilà. D'accord, ok, je comprends mieux. Ok. J'avoue que les tenues, j'ai pas trop retenu ce qu'il m'a dit. Il m'a bien fait le détail, mais bon, j'ai un peu zappé. Voilà, bah, c'est le processus normal. Voilà, ouais, beaucoup d'informations, donc on en perd. C'est pas une esclandre, puisque les gens ne sont pas comme ça. Voilà. Quelqu'un qui sort un couteau, généralement, tu regardes. Ok, bon, bah, très bien, je pense... C'est bon pour toi. Visualiser la scène, ouais. Alors, la scène qu'on m'a décrite, ça se passe dans le RERB. Donc on est dans le RER et tu dois visualiser, il y a les endroits où tu as des barres pour se tenir. Et donc là, il y a deux hommes, je ne sais pas trop leur âge ni rien, mais donc il y en a un d'origine maghrébine qui fait face à un autre homme type européen. Donc lui plutôt pantalon, t-shirt, voilà, pas de signe particulier, si ce n'est, parce que c'est quand même un peu particulier, qui tient un couteau dans une main et que de l'autre main il a un peu un geste un peu menaçant apparemment, enfin voilà. C'est déjà moins précis sur le geste. C'est déjà moins précis. Autour d'eux, puisqu'il y a des choses autour, il y a 4 filles et 3 garçons. Voilà, donc là je pense avoir dit tout ce que j'ai en tête. On voit le message, la durée se restreint beaucoup. Il y a de moins en moins de personnages présents dans la description. Donc l'image qu'on m'a décrite, c'est donc une image d'un RER, donc ce serait le RERB, dans lequel il y a un monsieur, on n'a pas d'âge sur lui, on sait juste qu'il est du Maghreb, très bien habillé, costume. Il y a une autre personne avec lui, on sait juste qu'il a un couteau à la main, et dans l'autre main, on ne voit pas très bien, c'est un peu flou, mais ça a l'air agressif, en tout cas, c'est pas quelque chose d'amical. Là, ça devient très imprécis. Dans ce RER, on a 4 filles qui sont installées. En parallèle, il y a aussi 3 hommes. Sur les 3 hommes, on ne sait pas ce qu'ils font, mais il y en a un qui voit la scène aussi. Il y a eu beaucoup moins d'éléments. Il y a beaucoup moins d'éléments. Et elle a beaucoup moins insisté sur l'opposition blanc-maghrébin. Oui, mais malgré tout, l'élément maghrébin, l'élément menace, l'élément couteau est toujours là. La première personne qu'on m'a décrite, c'est une personne, on ne lui donne pas d'âge en fait, originaire du Maghreb, très bien habillé. Il lit un journal. Il lit un journal, oui. Et en fait, il a même une valise à sa main. Une valise, oui, une valise. Et c'est quelqu'un qui a l'air très, très cultivé et très intelligent. Ce sont des ajouts. C'est très classique dans les mécanismes de rumeur. À côté de lui, il y a une personne un peu plus jeune que lui, qui a l'air beaucoup plus agressif. En fait, cette personne-là, originaire du Maghreb aussi, a un couteau à la main. Voilà. Ah, ça y est. Oui, là, on a le blanc qui devient maghrébin agressif. Donc ce sont 2 maghrébins
mais il y en a un qui est agressif envers l'autre. Très probablement, dans sa tête, c'est un Maghrébin. Et puis, qui est agressif, en général, c'est des Maghrébins. Si j'ai un certain préjugé, un a priori, un stéréotype sur un groupe donné, ça va déboucher sur une hypothèse. Et quand on a une hypothèse en tête, eh bien, il est plus probable que ce qu'on va constater, c'est quelque chose de conforme à cette hypothèse que quelque chose qui infirme cette hypothèse. C'est ce qu'on appelle la réalisation de la prophétie, avec toute une série. La réalisation de la prophétie, donc la confirmation de l'hypothèse, l'idée, l'hypothèse qui devient vraie. Et cette confusion entre l'hypothèse et la réalité peut conduire du simple malentendu au drame. C'est ce qui s'est passé le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, une banlieue populaire de la Seine-Saint-Denis. Ce jour-là, chacun des acteurs de la tragédie a incarné son stéréotype à la perfection. D'un côté, une bande de jeunes qui traînent en revenant du foot. Face à eux, des policiers de la brigade anticriminalité habitués à serrer des bandes de jeunes. Les personnages du drame qui va se jouer sont en place. Quelques heures plus tard, la France va connaître les émeutes urbaines les plus dures depuis mai 68. Claude Dillin, l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, n'a rien oublié du jour où sa ville a basculé dans la violence. Nous sommes en période du Ramadan. Ce sont des jeunes qui ont envie d'aller jouer au football sur un petit terrain qui est à Livry-Gargan, commune voisine. Et en revenant, ces jeunes s'attardent devant un chantier. Un voisin du haut de sa fenêtre voit que ces jeunes sont devant la porte du chantier, appelle la police, nous dit-il, plus pour protéger les enfants, parce qu'il a peur que s'ils vont sur le chantier, ils vont avoir des accidents, et que pour une effraction. La police arrive, les jeunes qui n'ont rien fait, ils n'ont pas fait d'effraction. Ils sont devant un chantier. Ils sont devant un chantier. Les jeunes s'en vont, courent, ils courent. Parce que ici, quand on voit la police arriver, on court. Ils n'ont rien fait de mal, là, vous êtes d'accord? Ah non, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de l'ombre d'un quart de doute, et les policiers d'ailleurs constatent qu'il n'y a pas eu d'effraction. Pourquoi ils courent? Alors pourquoi ils courent? Pourquoi ils courent? Ben parce qu'ils n'ont pas de papier sur eux. Ils n'ont pas de papier sur eux. Non, mais ils ne pourront pas le prouver. Et la règle, c'est que quand on est pris par la police et qu'on est amené au commissariat, ils sont à peu près sûrs qu'ils vont être amenés au commissariat, on téléphone aux parents pour aller les chercher. Et ils ont peur de se faire disputer par leurs parents. Donc ils courent. Les policiers courent après, en rattrapent d'ailleurs quelques-uns. Mais pourquoi ils courent après des jeunes qui n'ont rien fait, puisqu'il y a eu constatation? C'est la question. D'accord. C'est le point d'interrogation de cette histoire. Enfin, c'est un des points d'interrogation de cette histoire. C'est pourquoi des enfants qui n'ont rien fait s'en vont. Voilà, c'est ça. Ouais, pourquoi ils sont, et pourquoi les policiers constatant qu'ils n'ont rien fait courent après. La pièce est quasiment écrite. Vous entrez dans une situation où chacun sait comment l'autre le voit. Imagine la difficulté pour les deux, de bonne volonté. Hein. Je dirais un policier qui veut être juste, et d'un autre côté un jeune qui n'est pas délinquant, qui veut bien se montrer. C'est extrêmement difficile quand on suppose que l'autre a également ce scénario négatif en tête. Nous avons tendance à devenir ce qu'on attend de nous. Il y en a trois qui courent plus vite que les autres, je dirais presque hélas, et qui arrivent à franchir, pour se cacher, le mur d'enceinte de ce transformateur. Ils voient des gyrophares arriver un peu de tous côtés.
il y a 4 voitures, ce qui est incompréhensible, pour aller choper des enfants qui n'ont rien fait. Et donc les gamins se sentant cernés, ils ont peur que les policiers rentrent dans le transformateur et donc décident de se cacher dans un bâtiment. Mais ce bâtiment est une partie de transformateur avec de la très haute tension et ils sont victimes d'un arc électrique mortel. Voilà. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Si ce n'est peut-être effectivement des préjugés, des deux côtés. Pour les médias, l'affaire est déjà réglée. Après la mort de 2 jeunes garçons électrocutés dans Les 2 jeunes adolescents décédés, Zied Benna et Bouna Traoré, sont des cambrioleurs. Ces 3 jeunes faisaient, semble-t-il, partie d'une bande soupçonnée de cambriolage et de dégradation. Une fois activé le stéréotype de l'immigré délinquant, les Français vont largement rejeter la colère des jeunes de banlieue. Les bâtiments publics et surtout policiers sont les principales cibles des émeutiers. Il y a bien un effet de contagion dans plusieurs quartiers de la région parisienne, sans compter les incendies de... Restera seulement dans les mémoires l'image de ces racailles qui veulent tout casser. De violence, plus de 9000 véhicules ont brûlé. Le mécanisme de la prophétie auto-réalisatrice a fait son travail. Quand la police intervenait, c'était souvent des opérations qu'on appelait coups de poing dans le temps, quoi. C'est des opérations ponctuelles, un peu ciblées jeunes. Et donc il y avait un climat qui n'était pas très bon, parce qu'il y avait une partie de la population qui reprochait à la police de ne pas être là, et une autre partie qui disait la police est raciste. Il y avait les fameux contrôles aux faciès, les contrôles répétés, etc. Il y avait une coupure, c'est-à-dire que les policiers, on les connaissait pas. Même moi, je connaissais le commissaire, mais je connaissais et un officier ou 2, mais je connaissais pas les fonctionnaires de police. Imaginons que les policiers connaissent ces enfants, qu'ils les reconnaissent. Qu'ils disent, ah bah non, c'est le petit Bouna et le petit Zied, on connaît sa famille très bien. Pas après. Voilà. Là, on connaît pas. Et on est suspect a priori. On est suspect a priori. Voilà, c'est des jeunes clichois. Alors, on court après. 5 ans après les événements de 2005, un commissariat New Look est inauguré à Clichy-sous-Bois. Mais le mal est fait. Depuis 10 ans, l'image de la police n'a cessé de se dégrader auprès des Français. De Clichy-sous-Bois à Outreau, le commissariat, la brigade de gendarmerie sont des lieux qui n'inspirent plus confiance à plus de la moitié des Français. La peur de voir sa parole mise en doute par les policiers détourne les gens de leur volonté de témoigner. Quand stéréotypes et préjugés deviennent mode de pensée, c'est l'efficacité même des missions de police et de justice qui est remise en question. Dans ce petit coin de Provence, à 15 km des quartiers nord de Marseille, un homme a pris conscience que la police ne pouvait continuer ainsi. Qui pourrait imaginer que c'est ici, à Gardanne, dans cette petite brigade de gendarmerie, que s'invente peut-être le futur de la police française. La personne qui venait déposer plainte pour une agression sexuelle ou un viol pouvait se sentir coupable à l'issue de son audition. Alors, elle se sentait coupable d'une parce que, suivant le questionnement de l'enquêteur, également parce que l'enquêteur l'a questionné sur son consentement ou non, ce qui fait que la personne peut se dire c'est moi la coupable, moi je suis très déçu parce que finalement je suis venu dire ça et au final c'est qui la victime dans l'histoire. Et ça, l'enquêteur n'est pas forcément formé à travailler avec le traumatisme de la personne. Pour changer une culture ancienne, faite d'autoritarisme et de rapports de force, le lieutenant Sadler a fait appel à 2 psychologues sociales.
Et c'est ainsi que Magali Ginet et Cindy Colomb ont débarqué à Gardanne. Le problème des gendarmes, c'est qu'en fait, ils vont avoir tendance à laisser parler un petit peu le témoin au début, mais très vite, ils vont interrompre en fait le récit de cette personne pour poser tout un ensemble de questions. Ils veulent savoir quelque chose, ils dirigent. Voilà, ils veulent diriger effectivement, mais les gendarmes sont comme tout le monde finalement. Donc effectivement, ils ont un certain nombre de stéréotypes, un certain nombre de préjugés, etc. Vu que c'est des biais de l'être humain qui sont quand même très très naturels, justement, d'utiliser ces préjugés et ces stéréotypes, et ben quand on n'a pas un cadre, finalement, pour essayer de les éviter, ils ont tendance effectivement à ressortir. Empêcher que les préjugés ne viennent brouiller le jugement des enquêteurs. C'est le pari que tente le lieutenant Sadler en formant ses brigadiers à une technique inédite, l'entretien cognitif. L'originalité de l'entretien cognitif s'apparente à une petite révolution dans le monde de la police. La grande partie, c'est l'écoute. C'est la partie principale. C'est apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Voilà, tout à fait. Les gendarmes apprennent à écouter. Apprennent à écouter et respectent notamment les silences. Voilà, c'est des choses que l'enquêteur, n'importe quel humain même, a envie de combler. On veut combler les silences. Et nous, on lui apprend que c'est la partie la plus importante. Au cœur de l'entretien cognitif, le moment dit du rappel libre. Cette étape de l'audition où le témoin va raconter librement, sans question de la part du policier, ce qu'il a vu, entendu et perçu. C'est vrai qu'on avait tendance à se focaliser uniquement sur l'aspect enquête et nous à constituer les faits et l'infraction qui en découle. Et c'est vrai que votre canevas permet surtout à la victime de se reconnaître en tant que victime lorsqu'elle est face à nous, quoi. Ça m'a apporté un petit plus concernant le fait d'exposer à la victime, par exemple, qu'on travaille vraiment pour elle. Ça, moi, je me souviens pas de le dire auparavant. Par exemple, on est là pour vous, on travaille pour vous, c'est votre récit, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui décidez. Donc ça, moi, je pense que ça m'a apporté un petit plus et de suite, ça m'est à l'aise, ça c'est sûr. C'est la personne qui parle, qui mène elle-même son récit. Nous, on rentre pas dedans en posant des questions ou en interrompant les gens. Donc c'est la personne qui raconte avec ses propres mots, comme elle a envie, avec son propre rythme. Avec l'entretien cognitif, le lieutenant Sadler fait coup double. D'abord, il multiplie par 2 la quantité et la précision des informations recueillies lors des auditions. Et dès lors, il limite les erreurs de procédure. Et ce n'était pas forcément prévu, il change le regard des gens sur les forces de l'ordre. Des 2 côtés, gendarmes et victimes, méfiance et préjugés tendent à disparaître. Dans mon genre d'affaires, on a toujours peur qu'on ne nous croit pas. Donc, quand on vient à la gendarmerie, on s'attend toujours un petit peu comme dans les films. Donc, on ne sait pas trop... Candice a été victime de viols répétés, commis par son beau-père. C'est un long travail sur elle-même qui l'a finalement décidé à venir porter plainte à la gendarmerie de Gardanne. C'est toujours un petit peu notre peur qu'on a de se dire est-ce qu'on va... J'y vais très bien, mais est-ce qu'on va me croire ou je me serais battue, je serais allée jusque-là pour me délivrer et si au final mon témoignage on n'y apporte pas d'intérêt, qu'est-ce que je vais faire? J'imaginais pas avant l'entretien cognitif que c'était si difficile de venir à la gendarmerie. C'est-à-dire que nous on y est tout le temps, on y vit, c'est notre boulot mais moi avec l'entretien cognitif ce que j'ai vraiment bien compris c'est que c'était difficile pour les gens de venir nous voir en fait. C'est le gendarme qui m'avait expliqué le principe de l'audition. Ça expliquait qu'en fait, il y avait de la place pour mon discours et que lui, il allait être là pour m'écouter dans un premier temps. C'était agréable parce que du coup, je pouvais dire tout ce qui me passait par la tête. Parce qu'en prenant le temps, ça laissait plus de place à mon ressenti que si on m'avait tout le temps posé des questions. Il faut voir cette technique comme une technique qui est centrée vraiment sur le témoin. Donc c'est le témoin ou la victime qui a le contrôle de l'entretien. L'enquêteur doit lui se mettre en retrait. Donc même si on va dire le policier ou le gendarme n'arrive pas à dépasser ses préjugés en début d'audition, s'il suit la technique correctement, il ne devrait plus avoir place finalement pour apparaître ses préjugés. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me laisse parler, oui c'était surprenant. Je m'attendais plutôt à ce qu'on me pose des questions. Pas que j'ai à raconter moi, mais qu'on dicte un petit peu ma déposition.
J'étais pas brusquée, donc à partir de là, ça met dans des conditions où on peut aller chercher au fond de soi. Les gens aussi nous voient beaucoup plus humains aussi, parce que nous on souffre justement des fois de préjugés, nous aussi. On ne mange pas, on dort pas, on n'a pas de vie, on est des robots gendarmes. Et non mais il faut le dire, hein, c'est vrai. Toujours habillés en bleu. Et là on voit que ça marche dans les deux sens. Les gens aussi ils se disent ah bah tiens finalement il y a un échange entre le gendarme et la victime. Ça marche dans les deux sens en fait. La méthode a été faite pour recueillir un maximum d'éléments et on se rend compte que finalement cette méthode elle a un effet également sur les préjugés. Donc à l'intérieur de cette méthode il y a des outils donc de psychologie sociale. La plus importante à mon avis c'est l'écoute, le respect d'autrui et ce respect d'autrui permet aux gendarmes, à partir du moment où on applique ce genre de méthode, effectivement les préjugés quels qu'ils soient pour n'importe quelle situation, on est obligé de les mettre de côté. Le lieutenant de gendarmerie Christophe Sadler aurait-il trouvé la formule magique pour réconcilier les forces de l'ordre avec les citoyens? En tout cas, il prouve que lutter contre les préjugés est possible. Écouter l'autre, le laisser s'exprimer, le respecter. Un exercice de plus en plus pénible dans une société en tension permanente. Il ne s'agit pas de s'aimer, mais de mieux se connaître. De maîtriser nos penchants naturels, à plaquer nos stéréotypes sur l'inconnu. Et de dépasser ces peurs qui nous paralysent. Nous pouvons dominer la fabrique du préjugé.